On a eu du monde aujourd'hui. Exactement. Énormément. Donc je replie nos documents d'information pour distribuer aux visiteurs. Je me suis plantée là, c'est pas un pompier, c'est un monsieur de la sécurité. Elle est belle. On est potentiellement donneur. Je suis 06. Vous pouvez les recevoir par internet, mais si vous les avez presque déjà par possible. C'est un témoignage en fait de votre position. Mathieu, bonjour, vous êtes resté sur le stand de don d'organes. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à vous informer? C'est justement le fait de pouvoir donner ces organes après un décès. Moi je sais que je donne déjà mon sang, parce que je sais que ça peut sauver des vies et aider les gens, et c'est une étape de plus. Vous êtes jeune pour penser à ça? Ouais, bien. Mais vous avez quel âge? Pas maintenant, 22 ans. 22 ans, donc si on n'en passe pas maintenant, on n'y pensera pas forcément, donc tant qu'à faire, autant que ce soit déjà là. Donc vous allez prendre votre carte là? J'ai pris ma carte, ouais, j'ai pris ma carte. C'est l'étape en plus après le don du sang. Donc, merci. Voilà, merci. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président départemental de France Adot et vous êtes au conseil d'administration de la Fédération nationale. Absolument. Alors, expliquez-nous quelles sont les activités de la fédération, des associations qu'elle fédère. Donc, France Adot est une fédération de 85 associations départementales qui œuvrent pour le don d'organes et de tissus humains. Notre travail premier, c'est l'information du public, des scolaires, sur le don d'organes. Et donc, nous diffusons à longueur d'année, donc avec un grand réseau de bénévoles. Vous faites donc de l'information essentiellement? Absolument. Mais vous collectez aussi des membres, comment ça se passe alors? Nous avons un site internet www.france-adot.org où les gens peuvent demander une carte de donneur qui certes n'a aucune valeur législative, mais qui permet, si malheureusement il vous arrive quelque chose, de dire à vos proches que vous étiez pour le don d'organes. Alors est-ce qu'en France, les citoyens donnent facilement leur organe? Alors, il faut savoir que globalement, en France, il y a 500 000 morts chaque année. Il y a 3 600 personnes qui sont en état de mort encéphalique, dont des donneurs potentiels, et on va en prélever seulement 1600. Vous voyez que le ratio est très faible. Alors, comment vous expliquez ça? Alors donc, déjà, pour être donneur potentiel, il faut décéder de mort encéphalique, c'est-à-dire la destruction irrémédiable du cerveau. Deuxièmement, être dans un centre hospitalier où vous êtes en réanimation, on maintient donc tous les organes en vie, et ensuite, à l'autre bout, il y a un receveur potentiel et compatible avec les organes du donneur. Mais est-ce que les gens n'ont pas une certaine crainte finalement à se... Alors c'est sûr que les gens sont souvent pour recevoir un organe,
mais un peu réticents pour en donner. Oui. Donc c'est un petit peu la question que l'on pose lorsque les C'est à cause des croyances Non, parce que toutes les religions monothéistes sont pour le don d'organes. La philosophie de l'islam, du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme sont pour le don d'organes. Alors quels sont les organes qui manquent le plus justement, qu'on doit donner? Alors il n'y a pas de hiérarchie, hein. Ouais. Grosso modo on greffe 300 reins par an parce que bien sûr on en a deux. Ensuite à peu près 500 foies et 300 cœurs. Mais on peut également faire un don de son vivant, tout simple, lorsque éventuellement on se casse le col du fémur. Il y a encore quelques années on jetait la tête de fémur. Maintenant on demande à la personne si elle veut faire un don de son vivant, de son os de tête de fémur que l'on va en principe jeter. Maintenant on la conditionne, on la congèle, on la broie et ça fait de la poudre d'os qui permet de reconstituer des os qui sont endommagés à l'occasion d'accidents de la route. Alors vous avez été présent pendant 3 jours sur le salon de la mort. Alors la mort pour donner la vie, on va dire. Voilà. Absolument. Bon, qu'est-ce que ça a donné comme contact? Vous avez vu des gens nous sommes un petit peu stupéfaits du succès que nous avons eu. Oui. C'est notre première participation et on ne le regrette pas. Nous avons eu de très très bons contacts et je pense que si le Salon de la Mort a une deuxième édition, nous y participerons volontiers. Et qu'est-ce que vous faites sinon en province comme activité d'information, de médiatisation? Médiatisation, donc chaque ADOT départementale fait des interventions en milieu scolaire. On passe un petit film, on a un diaporama interactif. Et bien sûr, on fait des interventions scolaires sur 1 heure, 2 heures, tout dépend du créneau horaire que nous avons. Et je préciserai que nous sommes la seule association à avoir l'agrément de l'éducation nationale pour intervenir en milieu scolaire. Et donc vous allez en profiter pour faire un appel? Écoutez, s'il y a des volontaires pour nous rejoindre, je leur demande de nous rejoindre sur le site de la fédération www.france-adot.org. On vous le mettra en lien. Merci. Merci. Oui, tout simplement. Qui était craint comme une terreur, c'était Dieu sur terre, les temps sont vivants. Tu verras, c'est la Docteur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur le stand de la SFAP. La SFAP. Expliquez-nous, oui. La SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. C'est donc une association qui fédère depuis une vingtaine d'années les professionnels et les bénévoles d'accompagnement et qui vise à promouvoir le développement des soins palliatifs en France. Oui, alors vous-même vous êtes je suis médecin, directement lié, oui, médecin je suis médecin spécialisé. dans oui. une unité de soins palliatifs à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif.
Et au jour d'aujourd'hui, on a vu, là, au bout de 3 jours de salon, encore trop de personnes ignorent l'existence des soins palliatifs, trop de personnes ignorent leurs droits et les lois qui leur permettent de bénéficier des soins palliatifs, ne savent pas comment trouver ces soins palliatifs. Donc c'est pour ça que c'était important pour notre association d'être présente sur le stand. Notre site internet permet d'avoir accès à un répertoire national des structures de soins palliatifs. On le mettra en lien. Sur lequel on peut donc trouver les adresses des équipes spécialisées en soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça s'adresse aux personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, d'une maladie chronique, et ça vise à soulager les douleurs, soulager les souffrances psychologiques, accompagner la famille, bref, toute cette difficulté qu'on éprouve quand on est grand malade et qu'on veut bien sûr atteindre la meilleure qualité de vie possible. C'est ça l'objet des soins palliatifs. Alors, justement, vous disiez que peu de gens étaient au courant. Oui. Comment vous communiquez habituellement ? Vous savez, les soins palliatifs font partie de l'offre de soins, c'est un des progrès de la médecine, et comme tout progrès de la médecine, entre ce qui existe au moment où on le découvre et au moment où ça passe dans la routine, eh bien, il y a un laps de temps qui est important. Les soins palliatifs existent dans la loi depuis 1999, ils ont été confortés par la loi de 2005, qu'on connaît parfois sous le nom de son auteur, la loi Leonetti, le député Leonetti. Et ça fait 5 ans, et donc si on se base sur cette dernière échéance, et au bout de 5 ans on s'aperçoit que on connaît un peu mieux le mot, mais on ne sait pas encore ce que ça recouvre, et surtout on ne sait pas comment y avoir accès. Alors ça touche combien de personnes chaque année ? On estime qu'environ 150 000 patients auraient besoin d'une prise en charge palliative. C'est important. Oui, c'est important, c'est très important, et malheureusement on a parfois cette image des soins palliatifs réservés au cancer ou réservés aux personnes âgées. Bien sûr, cela les concerne ça concerne ces personnes. Les soins palliatifs s'adressent aussi à d'autres populations. On pense notamment aux enfants en pédiatrie. Il y a des accompagnements et des soins palliatifs en pédiatrie. Et puis, on a aussi peut-être un peu trop cette connotation des soins palliatifs réservés à la phase terminale de la maladie, alors que les soins palliatifs doivent être entrepris très précocement. Il ne faut pas attendre d'être en fin de vie pour être soulagé d'un certain nombre de symptômes. Alors justement, rappelez pour le grand public quels sont ces soins palliatifs. Vous voulez dire les structures ? Les structures, oui. La façon d'accompagner. La façon d'accompagner, oui. Donc les soins palliatifs offrent d'abord un soulagement des symptômes. Là, on connaît la douleur en premier lieu. Ils s'occupent également d'accompagner la souffrance psychologique qui est associée à la maladie grave. Il s'occupe également de tous les aspects sociaux de la maladie. On sait qu'il peut y avoir une perte de revenus lorsqu'on est atteint d'une maladie grave. On peut avoir le souci de ce qui se passera pour sa famille après le décès. Et également, les soins palliatifs s'intéressent à la prise en charge du patient et s'intéressent à la prise en charge de la famille. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Que représente le pourcentage pour les enfants par rapport aux 150 000 que vous avez évoqué tout à l'heure par an ? Oui, les chiffres aujourd'hui ne sont pas suffisamment précis. Il y a un organisme national qui essaye d'avoir des chiffres plus précis, donc je me garderai bien de répondre à votre question, je vous dirai des bêtises. Merci docteur de nous avoir éclairé, merci. Merci à vous. Dans celui-là, voilà, dans celui-ci, on vous donne les 4 exemples, mais quand on sait ce que l'on souhaite, mieux vous prendre celui-ci, le sur-mesure. Vous savez pas? Non. Le jour où vous partirez, vous ne savez pas ce que vous souhaitez. Vous avez une sépulture, vous avez quelque chose? Non, vous n'avez rien du tout. La tradition musulmane. Voilà, il faut l'inscrire. Est-ce que ça soit inscrit? Je suppose que dans les cimetières parisiens, il y a des carrés musulmans, d'accord, comme la Pantin. Pour avoir l'autorisation, il y en a. Alors, si vous habitez Paris, vous avez le droit à un cimetière parisien. Vous avez le droit au carré musulman, comme n'importe qui. Françoise, bonjour. Vous êtes venue au Salon de la Mort, pour quelle raison? J'ai entendu parler, c'est une amie qui m'en a parlé, de cercueils en carton. Et comme je suis plutôt écologiste, moi je trouve que c'est une excellente idée d'avoir un cercueil biodégradable. Et qui n'exige pas qu'on tue un arbre pour faire un cercueil. La crémation, vous n'y avez pas pensé? Ah si, tout à fait, mais c'est pas le genre de choses que j'aimerais. Pourquoi? D'abord parce que j'ai une certaine réticence pour ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être... Vous êtes croyante?
Oui. Ça n'a rien à voir, non, Ouais. non, mais bon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans une vie antérieure, donc ça doit être une réminiscence de ça, mais j'ai pas du tout envie d'être brûlée. Et d'autre part, je sais que il y a un problème maintenant, c'est-à-dire que on a découvert que les vapeurs de mercure qui s'échappent des cheminées sont quand même très nocives pour l'environnement, à cause des problèmes dentaires des personnes âgées qui se font incinérer. Vous êtes très sensible à l'environnement, hein? Tout à fait. Bon, alors vous avez trouvé votre compte sur le salon? Oui, j'ai vu des cercueils en carton. On va y passer. On va y passer, c'est sûr. Pensons-y avant, on sera mieux préparé. Voilà, Merci de... voilà. Merci. On va bien Merci. mieux vivre. Voilà, c'est exactement ça. Merci. Bon ben on s'appelle. Jessie, bonjour. Bonjour. Alors, premier salon de la mort. Premier salon de la mort qui vient fermer ses portes et dernier interview pour ce premier salon de la mort. Et je vous remercie d'être là parce que l'idée de ce salon était de faire parler de la mort pour vivre mieux. Bon, vous avez eu beaucoup de visiteurs, vous êtes contente? On a eu moins qu'attendu, mais on a eu des gens motivés, intéressés, qui sont venus voir des exposants malgré le beau temps, malgré les vacances, malgré le marathon, et qui avaient des vraies questions et qui ont trouvé leurs réponses ou dans les salles de conférence ou sur les stands. C'est-à-dire à peu près 15 000 personnes, c'est ça? C'est cela. Bon. Vous avez mis combien de temps pour préparer ce salon? Oh, 2 ans dans ma tête, d'abord un bout de temps, ensuite en essayant de le monter et convaincre les gens, le comité de soutien, les exposants, les partenaires, et 2 ans n'était pas de trop. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu en plein centre de Paris? Plein centre de Paris, un lieu à la fois culturel et prestigieuse, et je crois que c'était important pour donner la tenue et l'aspect culturel au salon. Comment vous est venue cette idée, Jessie? Comme toujours, c'est des expériences personnelles qui vous fait avancer et vous fait dire il faut faire quelque chose, il faut qu'on parle de la mort est un tabou. Moi, j'ai pas su parler de la mort et de la préparer avec ma mère, et c'est ma mère qui voulait le préparer, elle est partie à 96 ans, et je n'ai pas su faire avec elle, et elle est partie, et j'ai dû faire comme beaucoup de gens, c'est-à-dire en 3 jours, tout organiser, et après, commencer le travail du deuil, qui est aussi un réel travail, une importance essentielle dans la vie de chacun de nous. Tout le monde connaît les deuils, des moments différents, plus ou moins lourd, plus ou moins profond, mais si on a préparé sa mort soi-même, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui restent de continuer et de faire ce travail de deuil. Vous pensez pas que c'était quand même une approche difficile comme ça, de se lancer dans cette aventure? Ah non, je ne pense pas, j'en suis sûre. Oui. Ça a été très difficile et je suis très contente de l'avoir fait. Il y a des gens qui partent en disant bravo, vous avez bien fait de faire ce salon, on avait besoin de parler de ça. Des visiteurs qui arrivent en disant mon fils s'est suicidé à 27 ans et après on m'en a pas parlé, les gens avaient peur de me parler de ça. Aujourd'hui, il aurait peut-être pu parler avec quelqu'un, et 2, moi j'aurais trouvé des gens pour parler avec moi de cela. Merci de faire le salon, il faut parler de la mort pour vivre mieux. Il y aura un deuxième salon? Oui monsieur. Très bien, merci, bon courage. Merci à vous. C'est bien parce qu'il y a eu la polémique, en fait quand ils sont tous venus voir ici, et comme je suis pompe funèbre, je leur ai expliqué les déroulements d'une cérémonie, etc., etc. Et on s'aperçoit que les gens ne savent pas. Donc on va faire un signe pour expliquer tout ça. Ce qui est réglementé, ce qui est obligatoire. Et on s'est dit qu'avec Nadège, que de toute façon l'année prochaine, coûte que coûte, on sera présent. Ça a vraiment été très positif. Les gens ont posé un maximum de questions. On sentait qu'ils avaient besoin qu'on soit à l'écoute, ce qui veut dire que chez les professionnels, il y a encore du travail à faire. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien. En tout cas, on vous remercie. Voilà, très bien. Voilà.